Est-ce que peut-être, du coup, tu peux toi aussi peut-être un peu plus te présenter, un petit peu nous donner ton parcours, voilà, et comment tu t'es intéressé à toutes ces questions-là aussi, les questions qui nous concernent toutes. Oui, qui nous concerne toutes et qui concerne nos hommes aussi. Bah, Donc, bien sûr. bien Ouais. de bien d'en parler. Alors pour me présenter rapidement, effectivement, je suis naturopathe depuis une quinzaine d'années. Et puis au final, je donne des formations aussi auprès des pharmaciens sur les compléments alimentaires naturels, hein, sur ce qu'on appelle la nutraceutique. Donc ça, c'est très D'accord. intéressant parce que ça permet d'avoir des échanges très riches Mhm. avec les conseillers en magasin bio aussi. Et puis, ça fait maintenant, on va dire, depuis 2019 que j'accompagne les hommes et les femmes qui sont atteints d'un HPV, donc d'un papillomavirus, parce que je me suis rendu compte que moi-même, j'avais été atteinte en 2008 et que ma gynéco, à l'époque, m'avait dit, alors, vous inquiétez pas, c'est pas grave, mais on peut rien faire. Donc j'avais dit mais comment ça on peut rien faire, ça va partir quand cette histoire? Parce que Super j'avais encourageant. des Ouais. condylomes acuminés, ce qu'on appelle donc des virus génitales, c'est un virus à crête de coq. Et donc elle m'avait dit bah on sait pas. Ah, Voilà. Et comme c'était mes études de naturo, au moins, j'ai elle était commencé à franche. faire des recherches. Voilà. J'ai commencé à faire des recherches et puis de fil en aiguille, au bout de 3 semaines, moi j'avais trouvé mon traitement et tout avait Ah, disparu. ah bah Et voilà. Ouais. donc voilà, donc au fur et à mesure les années ont passé, puis je me suis dit tiens, si je parlais de cette pathologie et en fait j'ai découvert que c'était la boîte de j'avais ouvert la boîte de Pandore. Il y avait énormément de gens qui avaient des problèmes avec le Eh oui, papillomavirus. eh oui, Voilà, bien donc sûr. j'ai décidé donc de créer un accompagnement. Donc c'était en 2019. Depuis, j'ai accompagné plus de à peu près 650 personnes Mhm. sur le papillomavirus, donc autant des hommes que des femmes. Et puis j'ai décidé d'écrire un livre ensuite là-dessus parce qu'il y avait plein de choses à dire. Et donc mon éditrice chez Hachette donc m'a dit Ouais. mais pourquoi tu l'étendrais pas aux soins féminins Le en soin général? intime. Voilà, Voilà. aux soins intimes. Et Ouais. donc, d'où est sorti le livre qui est juste derrière. Ah, tu peux le Voilà. remontrer, je pense, hein. Oui, alors Ouais. il est là. Voilà, je Voilà. l'aime ici. Les Voilà. soins intimes, petit Soin guide de santé intime. du sexe féminin aux éditions Hachette qui vient juste de sortir. Super. Et dedans, il y a tout un chapitre entier sur le papillomavirus. Voilà, D'accord. voilà mon parcours un petit peu, Ok. voilà où j'en suis aujourd'hui. Parfait. Et je te propose Et ben, de te présenter aussi peut-être des films. Je sais que tu es venu hier sur mon Instagram, mais après, je sais pas, voilà, je me dis que ça peut être. alors oui, je vais me représenter. Donc effectivement, je suis naturopathe donc à Annecy. J'exerce depuis plus de 10 ans. Je suis spécialisée donc dans les problèmes effectivement aussi féminins et moi plus particulièrement sur tout ce qui va concerner les mycoses vaginales, la vaginose, toutes les petits et gros désagréments que beaucoup de femmes peuvent effectivement rencontrer dans leur vie. Je suis spécialisée aussi, et d'ailleurs évidemment ça a un lien direct en candidose donc digestive. Voilà, donc à peu près. Et j'ai écrit moi aussi donc un ouvrage sur donc les mycoses vaginales, la méthode pour s'en libérer. Et que vous pourrez trouver effectivement le lien pour éventuellement effectivement le commander sur mon profil. Voilà. Voilà. Et donc, tout se rejoint, tout se rejoint. Tu parles de Et, vaginose et bactérienne, voilà, Et ça se c'est rejoint ça qui est aussi dans le intéressant, papillomavirus. justement, de faire ces lives toutes les deux, parce que bon, on est vraiment sur la même, effectivement, la même lignée, le même domaine, et en même temps, on est plus spécialisé chacune dans une question plus particulière, et donc c'est ça qui est effectivement très intéressant. Alors justement, Nadège, peut-être est-ce que tu peux déjà commencer par nous expliquer qu'est-ce que c'est finalement ce papillomavirus qui fait très peur, hein, finalement, quand on entend vous avez un papillomavirus, ça peut effrayer. Est-ce que il y a plusieurs niveaux? Est-ce que voilà, qu'est-ce qu'il faut entendre quand on vous dit vous avez ce qu'on a l'HPV, hein, donc le papillomavirus? Qu'est-ce qu'il faut Alors, comprendre? déjà, c'est on n'en entend pas trop parler jusqu'à ce qu'on aille chez sa gynéco et qu'on se retrouve avec un frottis anormal. Hmm. Et là, on va nous parler de papillomavirus. Souvent, c'est comme ça qu'on découvre le mot papillomavirus, parce qu'il n'y a pas forcément eu trop d'infos avant.
Alors, il y a des campagnes vaccinales. Bon, je vais pas en parler aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi là-dessus. Mais souvent, c'est comme ça que les femmes découvrent, ont affaire avec le papillomavirus. Et donc, faut savoir que c'est quand même une pathologie qui touche à peu près 75 à 80% de la population ayant une sexualité. Donc, tout le monde, on est à peu près 80% à rencontrer un jour le papillomavirus. Mais on va pas tous le déclarer. On n'aura pas tous des problématiques avec ce virus. Ça fait partie de la même famille que les verrues plantaires. Hein, voilà, celle que vous retrouvez à la piscine sous vos pieds, très agréable. Mais ce n'est pas du tout effectivement la même chose. Et puis, il y a plusieurs types de souches. Alors, il y en existe à peu près 180 différentes, mais nous, on en connaît à peu près une quarantaine qui vont venir atteindre la zone génitale. Et dans ces 40 souches connues, il y en a à peu près 14 dont on dit qu'elles sont oncogènes. Donc, elles vont avoir une particularité à créer des problématiques de lésions, qu'on appelle aussi des lésions précancéreuses, et qui peuvent effectivement à terme aller vers un cancer. Et c'est pour ça que ça fait peur aujourd'hui, c'est que le message, c'est vous avez un papillomavirus, donc vous allez avoir un cancer. Alors, il y a vraiment il y a vraiment une marge avant de parler de cancer. Bien sûr. Puis, il faut savoir aussi que naturellement, le papillomavirus, une fois qu'on l'a contracté, donc on peut l'avoir et l'éliminer sans le savoir, on peut contaminer quelqu'un sans le savoir, on peut ne rien avoir comme symptôme, et il faut savoir aussi que dans, on va dire, 70% des cas, il est éliminé au bout d'un an, dans 90% des cas, il est éliminé naturellement par notre organisme au bout de 2 ans, et dans plus de 90% des cas, au bout de 3 ans. Donc voilà, c'est important de comprendre qu'il peut s'éliminer aussi tout seul, mais que ça peut être long. Et que après, au niveau la naturopathie, du coup, peut aider encore mieux à s'en débarrasser. Complètement. Du coup, voilà. Ouais. Je termine juste en disant que parfois, on a des souches qui vont avoir plusieurs signes, plusieurs symptômes. On a des souches qui vont donner des verrues, des simples verrues génitales, mais pas le cancer. Et puis, on a des souches qui vont être hautement oncogènes, donc où il y a un risque plus élevé, dont les fameux HPV 16 et 18 qu'on retrouve dans 70% des cas de cancer. Du col de l'utérus notamment. Mais ces souches, on les connaît comment par des examens? Comment c'est? Alors, principalement, effectivement, c'est le frottis. Le frottis qui permet de tester environ 13 souches oncogènes et qui va permettre, donc, à partir de l'âge de 30 ans, on fait ce test HPV. Donc, les frottis sont faits à partir de 26 ans, mais le test HPV, lui, il est fait à partir de 30 ans. On estime que c'est un marqueur de la sexualité et qu'il y a à peu près 35 à 40% des jeunes filles qui vont être contaminées dans les 4 premières années de leur relation sexuelle. Et souvent, elles vont l'éliminer naturellement. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas les frottis, les tests HPV lors des frottis avant. D'accord. Voilà. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que quand on a un HPV positif, quand on a un retour de frottis avec un HPV positif, c'est pas d'affolement, parce que effectivement, il y a des choses à faire, choses qu'on ne vous explique pas forcément, puisque la médecine classique n'a pas de moyens, si ce n'est l'observation. C'est-à-dire que quand vous revenez avec un frottis anormal, on va vous dire, revenez dans 6 mois, si vous avez un HPV positif, ou revenez dans 1 an, qu'on observe. Et la problématique aussi, c'est qu'on va vous dire, revenez dans 1 an, mais vous faites quoi en attendant dans 1 an? Qu'est-ce que vous faites tous les jours au quotidien pour pouvoir aider au mieux? Et oui, parce que là, il n'y a rien, on n'explique rien et on vous dit, de toute façon, on verra dans 1 an et si ça évolue, quoi. En gros, basta. Alors qu'il existe depuis plus d'une quinzaine d'années des études scientifiques sérieuses et probantes sur justement des thérapies naturelles qui vont permettre d'aider à éliminer la charge virale du papillomavirus. Tout à fait. Et toute la difficulté dans le papillomavirus, c'est vous pouvez continuer des années comme ça. C'est-à-dire que pour qu'il y ait un cancer, il faut qu'il y ait des facteurs qui vont aider justement. Le facteur numéro 1, c'est la persistance du virus. Si le virus persiste dans l'organisme plus de 3 ans, on va commencer à se poser beaucoup de questions. Et à côté de ça, on a des facteurs aggravants qui vont augmenter les lésions on n'a pas un cancer du jour au lendemain. Le cancer se déclenche bien avant. Toutefois,
je tiens à le préciser quand même, et ce serait une vraie question aussi à poser, c'est que là, j'assiste à des clientes qui viennent me voir et qui commencent à avoir des lésions précancéreuses très avancées rapidement. C'est-à-dire qu'en Ah oui, l'espace de 1 an, de quelques d'accord. mois, Ça évolue très ça vite. Mais évolue très vite et parce qu'elles ça sont c'est peut-être, anormal. parce que justement, elles sont peut-être déjà en inflammation et qu'elles sont pas, Et effectivement, il y a eu un stress au niveau de peut-être. l'organisme Voilà, le et stress. Ouais. euh, depuis la crise sanitaire, je me rends Ah bien oui, compte que y a des choses qu'on ne va pas nommer ici, probablement. Ça n'a mais pas voilà, effectivement il y a aidé. eu, voilà. Ouais. Alors, est-ce que tu peux peut-être nous parler des symptômes les plus courants qui peuvent peut-être nous alerter déjà soi-même avant d'aller effectivement faire un bilan? Est-ce qu'il y a des choses où on peut se dire, ah tiens, peut-être que là, faudrait que j'aille consulter. Alors, j'ai Comment envie de te dire que souvent, c'est les verrues qui apparaissent quand ça va les être verrues? un HPV qui donne des verrues. Donc, dès qu'on a des verrues, en général, on le voit parce qu'on peut en avoir sur la vulve, on peut en avoir Ouais, sur le buste, on peut aussi en avoir dans la bouche. Hein. La pratique du sexe oral fait qu'on peut aussi en avoir dans la bouche. d'accord, d'accord. Pour les hommes, ça va être pareil, ils vont avoir sur la verge, sur Ok. le scrotum, sur le rectum, dans la bouche aussi. Donc là, on parle Euh, vraiment aussi c'est vraiment transmissible, hein, c'est une maladie sexuellement transmissible, c'est voilà, vraiment, comme hein. je te disais, Ce un n'est pas marqueur le de la cas sexualité. des mycoses vaginales, mais là, pour le coup, on est vraiment sur une Voilà. MST. Ok. Ouais, complètement. À la différence, Ouais, effectivement, des mycoses vaginales. Donc là, on le sait parce que souvent, on les voit. Mais après, ouais. on ne les voit pas. Il y a des HPV. Soit on peut avoir des verrues sur le col de l'utérus, ce qui peut Oui, arriver aussi. Et là, ça va être uniquement lors du frottis. Les hommes peuvent avoir un HPV 16 sans symptômes et on ne verra jamais les lésions. Et on peut être, c'est d'ailleurs comme ça qu'on est contaminé, puisque je rappelle que le préservatif ne protège que partiellement du papillomavirus, c'est une barrière naturelle partielle, mais le ouais. virus étant tellement petit, il passe à travers, a priori, le préservatif, Ah, qu'il soit en latex ou en c'est une mauvaise polyuréthane. nouvelle, ça. Oui, mais c'est quand même bien de s'en protéger quand même. Ouais, Donc, d'accord. d'où l'intérêt de travailler en amont sur son hygiène de vie de façon permanente, de toute façon, pour pouvoir au mieux éliminer le virus. Donc, si tu veux, il n'y a pas vraiment de symptômes les, Ouais. euh, à part les verrues À part et les tous verrues les. apparentes. Ok, Exactement. Donc, ok. c'est vraiment lors du frottis. Donc, c'est pour ça que c'est quand même important de faire des frottis, parce que les frottis permettent aussi de prendre en charge. Les gynécologues, ils prennent en charge à peu près 50 000 verrues par an. Ouais, d'accord, Et à peu près, je crois que de mémoire, c'est 24 000 retours de frottis anormaux d'accord. Ah par oui, an. De dysplasie, de ce qu'on appelle de dysplasie, donc des ouais, lésions ouais. précancéreuses du col de D'où l'utérus. Donc, l'importance quand même vraiment de se faire suivre, hein. C'est oui, vraiment primordial, hein. oui, c'est la première chose, hein, Évidemment, number one. bien Ouais, sûr. complètement. Complètement. Donc, si tu veux, il n'y a pas de signe. Après, par contre, c'est vrai que toutes les femmes qui ont des pertes vaginales anormales, parce que les Oui, pertes vaginales sont tout à fait normales, notre vagin est auto-nettoyant, hein, comme tu le sais toi aussi. tout à fait. Et donc, quand il y a des pertes anormales, on peut supposer des signes de dysbiose, des odeurs de poisson pourri, des choses qui évoquent la dysbiose. Il faut savoir que la dysbiose Et n'est pas la la première vaginose, parce que responsable. la mauvaise odeur, c'est aussi là, un signe de Oui, vaginose, hein. pardon, la Ouais, vaginose. Oui, oui, pardon, je t'ai dit dysbiose, mais ouais, ouais. effectivement, c'est C'est vaginose. la vaginose. Ouais, Vaginose bactérienne, tout à fait. Des pertes anormales de rose, brun, verte, avec ou par exemple, comme on disait, enfin toute perte vaginale suspecte qui va demander à effectivement consulter. Maintenant, on n'est pas obligé de consulter que son gynécologue, on peut aussi consulter sa sage-femme. Et ça, c'est important de le préciser aussi, parce que les gynécos sont débordés. Or, les sages-femmes sont tout à fait habilitées à faire les frottis. d'accord. Ok. Et Alors, ça, attends, pendant que tu parles, je regarde un peu les questions. Je vois que Sclélia pose comment les hommes peuvent-ils se tester pour un suivi régulier? Seule une prise de sang peut suffire à détecter les maladies de façon générale? Point d'interrogation. il n'y a pas de test chez l'homme à l'heure actuelle en Voilà. France pour le HPV. Donc, si la personne a effectivement un soupçon, un problème, donc ils peuvent aller voir un sexologue ou un Ouais. proctologue qui lui va regarder au microscope s'il voit des lésions, notamment des Mhm. verrues, mais Mhm. c'est tout. Il n'y aura pas d'autres tests possibles.
Voilà. De même, Ok. il peut y avoir des autotests en France pour le papillomavirus. Ce serait Ouais, intéressant, mais il faudrait l'appliquer aux hommes. Mais pour l'instant, ça n'existe pas, il n'y a pas. Donc aujourd'hui, chez l'homme, on ne peut pas savoir s'il est contaminé ou pas. d'accord. Ok. Et il y avait une autre marque aussi, c'était HPV positif, enfin qui dit que certains gynécologues expliquent que le papillomavirus est lié à une activité sexuelle plus intense. Alors, Alors, est-ce que ça a un lien? c'est un des facteurs de risque de la contamination. Si tu veux, la contamination, donc on a vu C'est que un c'est peu un marqueur. logique. Ouais, c'est un marqueur de la sexualité. Effectivement, dans les 4 premières années, les jeunes vont être contaminés. La multiplicité des partenaires augmente effectivement le risque de contraction, bien entendu. On peut être aussi atteint de plusieurs souches de HPV en même temps. C'est possible aussi. D'accord. Faut savoir que les comportements à risque aussi, tout ce qui va être le tabac, l'alcool, une mauvaise alimentation, il y a plein de choses qui vont contribuer d'une part à l'augmentation de la contamination, un système immunitaire affaibli, la contraction de d'autres IST. Mhm. Donc, d'une part, il va y avoir un risque de contamination et d'autre part, il y a aussi des facteurs de risque de persistance du virus. Or, je rappelle que c'est la persistance du virus C'est HPV ça qui est le plus qui va être important. corrélée à une augmentation du Ouais. cancer. En fait, je pense que ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que tu peux avoir un papillomavirus, mais que si tu as un bon organisme, que enfin, que tu es bien, on va dire, c'est que tu as une alimentation saine et que tu es, on va dire, dans quelque chose de plutôt, enfin, que tu es en bonne santé, le papillomavirus, a priori, il va s'enlever, il va partir tout seul. C'est ça la logique Alors, oui, du en truc. fait, on s'est rendu compte, et ça c'est scientifiquement prouvé, que les Ouais, personnes qui éliminaient le papillomavirus le faisaient parce qu'elles avaient une réponse immunitaire voilà, robuste. c'est Et ça. c'est pas n'importe laquelle de réponse immunitaire, ce sont Ouais, les lymphocytes T, les d'accord. lymphocytes T helper, donc ce qu'on appelle les CD4+, et on s'est Ouais, rendu compte que les femmes qui l'éliminaient plus facilement, eh ben, elles avaient effectivement une réponse que la immunitaire plus importante. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des facteurs par rapport à ça et que Mhm. effectivement, tu as tout à fait raison et tu fais bien de le signaler, c'est que on a par exemple les comportements, l'alimentation qui est un facteur favorisant à l'élimination du papillomavirus. Donc l'alimentation qui va être pauvre par exemple en antioxydants, bêta-carotène, en vitamine C, en vitamine D, une alimentation qui va être pauvre en vitamine B12, Ouais. en, Oui, en très vitamine important. B9, Ouais, où il y a un manque aussi d'acide folique. ouais, On s'est rendu compte aussi qu'il y avait des difficultés et que ça augmentait la persistance du du papier papillomavirus. Et la carence en mignon. vitamine B12, carrément, est un facteur de contamination, ça favorise la contamination du papillomavirus. Donc, si je comprends bien, une personne qui a un papillomavirus, elle a tout évidemment intérêt, et donc ça va être bénéfique pour elle, à aller effectivement sur une alimentation plus riche en antioxydants, en vitamine B12, en acide folique, comme tu dis. Du coup, concrètement, comment elle fait enfin bon, à part effectivement peut-être elle te consulte, mais est-ce que je sais que sur Internet on peut trouver tout et n'importe quoi, et que souvent effectivement la première des choses, on va sur Internet, on se dit bon bah je vais essayer de trouver, etc. Est-ce que par exemple, je dis n'importe quoi, je n'en sais rien moi, on peut trouver un régime anti-papillomavirus? Ça existe ça ou pas sur Internet? Alors, moi, je l'ai Comment pas, ça se je l'ai passe? Ouais, alors moi je l'ai pas vu pour te dire. Par contre, D'accord. effectivement, ben comme dans mon programme d'accompagnement là-dessus, effectivement, je parle et j'en parle aussi dans mon livre d'ailleurs. Ouais. Je parle effectivement d'une alimentation qui va être plus riche en antioxydants, en facteurs favorisant un meilleur système immunitaire. Mais tu vois, pas plus tard que ce matin, j'ai une copine qui m'a envoyé un petit message sur Messenger en me disant oh, regarde, il y a un gars qui a plusieurs milliers de personnes, voire millions de vues sur Ah, Instagram, ouais. euh, un média médical, et Mhm. qui dit que le jus de céleri est un facteur favorisant l'élimination de l'herpès, d'Epstein-Barr et du HPV. Moi, je trouve ça Le dangereux, ce genre de discours. bulbe de céleri. Ouais, le jus de Ah, céleri, frais, truc. le jus, je n'avais pas Le compris. jus, Oui, ouais. oui, oui.
Ouais. il explique, il C'est compare effectivement tellement déjà les dangereux trois de virus donner. ensemble. Ouais. Mm. Et tu vois, et ce genre de discours décrédibilise vraiment la profession parce qu'il Bien ne sûr, base son discours sur aucune étude scientifique. bien évidemment. Évidemment, on sait que mieux manger va favoriser effectivement une meilleure lutte contre les agents pathogènes, les Mm. virus, les Mm. bactéries, etc. Toi-même t'en parles dans ton livre, évidemment. Oui, Mais oser affirmer qu'un jus de céleri va aider à éliminer le papillomavirus, je trouve ça dangereux. bien sûr, c'est dangereux. Et puis, c'est faire effectivement croire c'est toujours la même histoire du remède miracle, hein. Les gens attendent Exactement. le remède miracle et donc ça marche, ça, comme tu dis, ça fait des millions de vues. Ah, il y a un truc miracle. Mais non, réellement, c'est pas ça la vie. C'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Et Mais ça comme peut je pas tenir sur un seul aliment, ouais. Ouais, La bien santé, évidemment. c'est pas un sprint, c'est une course de Ouais, fond ouais, et que c'est tous les jours exactement. tout ce qu'on met en place. Donc, une meilleure Ouais, alimentation, effectivement, plus riche en antioxydants, en produits frais, en produits locaux, mm. riche en protéines aussi, parce qu'on parle pas suffisamment des protéines, mais elles sont garantes d'un système Primordial, immunitaire correct. C'est primordial. important d'en parler. Et oui, Voilà. Euh, et oui. ouais, voilà. Il y a pas que ça aussi, hein, un sommeil de meilleure qualité. On sait très bien que ça va activer Réduction du le système stress. immunitaire. Ouais, Évidemment, la limitation du stress aussi. ouais. Tout ce que vous ferez dans votre quotidien pour améliorer votre immunité, votre système immunitaire va être garant d'une part de l'élimination de la charge virale du HPV. Vous allez Ouais. aider votre corps à le faire. Il va faire son job. Et d'autre part, éviter une aggravation aussi d'une lésion si jamais vous aviez une lésion à ce niveau-là sur le cancer, sur le col de l'utérus. Ce n'est pas le facteur premier, c'est la base. C'est-à-dire que c'est vos piliers de santé que vous devez faire au quotidien. Et après, à côté de ça, on sait qu'il y a des années d'études, plusieurs années d'études scientifiques sérieuses et publiées dans des revues à comité de lecture, où on a effectivement des substances naturelles, où on sait qu'elles vont avoir un effet spécifique sur la charge virale du papillomavirus, d'une part, et Oui. sur l'évitement de l'aggravation d'une lésion précancéreuse. D'accord. Et tu penses à quoi alors du coup? Alors, il y en a plein, il y en a Ouais, pléthore. ouais. Alors, scientifiquement prouvé, on a des substances, tout ce qui concerne les champignons asiatiques, notamment tout ce qui va être shiitake, maitake, La reishi. psychothérapie, Euh, très intéressant. Tout à fait, exactement. Là, il y a des Ouais, études de nombreuses années par rapport à ouais, ça. Notamment sur le cancer aussi, c'est des tout à choses fait, qui sont tout à fait. utilisées. Ouais. Les champignons, je crois que c'est le maitake en 2010, il a été reconnu par la Chine comme traitement adjuvant du cancer. Reishi. Il est Ouais, exceptionnel. ouais, le reishi, l'association des trois, la reishi, maitake, et, je sais plus Ouais, Exactement. On a une substance, on a une étude qui est sortie en 2022, toute récente, sur une des molécules du shiitake qui s'appelle l'AHCC, qui, à hauteur de 3 grammes par jour, on sait qu'il va y avoir un ouais. effet sur la charge virale du papillomavirus. Bon, par contre, c'est quelque chose qui coûte cher. Et oui, Donc, bon, voilà, et oui. c'est pas remboursé par la Sécu. Donc, tout le Non, monde, ça c'est voilà. sûr, c'est sûr. Tout le monde ne peut pas se le permettre malheureusement. Exactement. Euh, mais bon, Je c'est pense toujours une question de choix, hein. C'est toujours pareil. tout, Ouais. tout à fait. On Oui, a oui, aussi des substances, toutes les plantes qui vont favoriser l'immunité. Donc, ça peut être aussi l'ashwagandha, on a ouais, l'astragale. oui. Voilà, il y a un mélange La de substances comme ça. Et tragade qui agit sur les télomères, qui a une action très exactement, intéressante sur les télomères, ouais. Et la exactement. jaguda, c'est une des plantes que je préfère en fait aussi. Elle est super intéressante parce qu'elle est adaptogène, elle permet effectivement justement une excellente régulation du système nerveux et une excellente réponse justement sur le plan inflammatoire. Donc, Oui, et du elle contient coup, voilà, des petites molécules qui s'appellent les witanolides, qui sont scientifiquement prouvées pour agir contre le HPV. Donc, voilà. je savais pas ça. Ouais, Très bien. Ouais. c'est ce que j'explique dans le livre, justement, Ok. avec des études à l'appui. Et c'est vrai qu'on a toutes ces substances-là. J'ai essayé de trouver à chaque fois des références scientifiques sérieuses là-dessus. J'ajouterais aussi que le fait de vivre en ville, on s'est rendu compte que, je parle des dysplasies, donc des lésions précancéreuses sur le col de l'utérus. On s'est rendu compte que, alors déjà, les gens qui avaient une mauvaise alimentation, ils multipliaient par 50% le risque Mm. d'augmenter la dysplasie légère à une Ah, dysplasie
plus sérieuses. Ouais. 50%, D'accord. hein, C'est dingue, hein, c'est énorme. Oui. là, que les personnes qui vivaient en ville, dans des environnements pollués, ça c'est une étude de 2014, Après, les ouais. molécules de diesel et de benzène augmentent aussi la persistance du papillomavirus. Donc, c'est vraiment important, même si on ne peut pas contrôler son environnement, on peut quand même agir à sa façon sur des facteurs qu'on peut vraiment, où Et on a le puis, pouvoir. et il y a les Vous avez perturbateurs endocriniens aussi, hein, où on peut aussi agir sur le choix de ses cosmétiques, exactement. effectivement, de ce qu'on mange, de son maquillage, enfin, de plein de choses, hein. Ça aussi, c'est très important. Tout à Le vernis à fait, exactement. ongles. Il y a des personnes, je tiens à dire aussi, tu as des personnes qui sont végétariennes, Oui. qui m'ont dit, mais moi, je comprends pas, j'ai une super alimentation, je fais du sport, je comprends pas, ça marche pas. Et là, on se Protéines. rend compte, que souvent il n'y a pas assez de protéines aussi derrière. Donc il y a un manque de B12. Il y a des gens qui vont se complémenter en acide folique. Or, on sait aujourd'hui que l'acide folique, sous sa forme acide folique que vous retrouvez dans les compléments alimentaires, on a nous des mutations génétiques. Et donc on a une mutation propre dont on souffre. Hein, c'est 40%, non 50% de la population européenne qui en souffre aussi. Donc c'est-à-dire la moitié de la population caucasienne, on va dire, qui souffre de ça. On est une personne donc sur deux à souffrir d'une mutation génétique où on ne peut pas transformer l'acide folique en vitamine B9. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit prendre des compléments alimentaires à base de vraie vitamine B9, déjà méthylée sous la forme active, ce qu'on appelle le 5-méthyl tétrahydrofolate. Donc aujourd'hui, on a quand même des fabricants qui ont toujours de l'acide folique dans leurs produits, y compris pour la femme enceinte, mais on sait que les personnes ne vont pas en tout cas, une personne sur deux ne va pas pouvoir le synthétiser. Donc, vous voyez, il y a quand même c'est pas que je vais aller me chercher mon stock de vitamines, multivitamines, c'est quelle est la qualité des compléments alimentaires que je vais consommer. Est-ce que la plante que je vais consommer, le shiitake, maïtake, à combien il est dosé de polysaccharides et de bêta-glucane, c'est les molécules actives, où est-ce que vous allez l'acheter, attention à Internet aussi, hein, parce que vous pouvez avoir des produits pollués aussi dans Bien les sûr. compléments alimentaires. Ça, c'est mon métier. Donc, c'est ce que j'explique tous les jours aux pharmaciens. Donc, je veux dire, par rapport à ça, il faut être très vigilant sur les marques que vous achetez, la quantité des molécules que contiennent ces produits et surtout la biodisponibilité des produits, votre capacité corporelle à pouvoir assimiler le produit. Je dirais que c'est tout le problème des compléments alimentaires, parce que c'est un petit peu la foire. Et effectivement, dans le choix, les choix des compléments alimentaires, la qualité est quand même très importante. Si on peut avoir des laboratoires en plus français, c'est quand même une garantie de qualité. Voilà, effectivement, ne pas acheter n'importe quoi par rapport à ces produits-là, c'est quand même primordial, hein, parce que ça peut effectivement s'avérer plus dangereux qu'autre chose. Mm. Ouais, ouais, Exactement. ouais. Le sport aussi, hein, j'interviens sur le sport, mais il y a une étude allemande, pareil, pas très vieille aussi, qui expliquait que justement le sport augmentait les lymphocytes T. Donc c'est ceux dont on a besoin pour l'élimination d'un HPV. Hein, c'est donc l'immunité à médiation cellulaire. Et faire du sport, si vous n'en faisiez pas, est intéressant. Mais à contrario, j'ai aussi des sportifs de haut niveau dans ma clientèle qui n'arrivent pas à éliminer le HPV parce qu'ils sont à de tels niveaux corporels que du coup leur système immunitaire n'est pas optimal. Donc il faut penser à ça aussi. Voilà, le sport c'est bien, Alors, trop de sport, attention, c'est pas assez, très attention. intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, moi, très souvent, j'explique aussi, et ça, c'est bon, je rejoins un petit peu, mais le sport peut être une énorme source d'oxydation et a des effets délétères aussi beaucoup sur le système digestif parce que quand Oui, on fournit un gros effort comme ça physique, en fait, on bloque son système digestif qui, lui, a besoin aussi de beaucoup d'énergie. Donc, faut penser à ça. Le sport, c'est très bien, mais un sport intensif, en fait, il va avoir des effets quand même assez néfastes sur l'organisme. Donc, oui, évidemment. Donc là, je te rejoins complètement et j'imagine que ça a évidemment un lien direct avec la difficulté qu'on peut avoir à éliminer, par exemple, le
papillomavirus, ouais, ça c'est certain. Ouais. Ouais. Et quelque chose dont on parle peu aussi par rapport au papillomavirus, je rajouterais ça aussi, c'est les problèmes dans la bouche. On sait Mhm. aujourd'hui, ça a été prouvé scientifiquement, qu'il y a un lien entre la vaginose bactérienne et les problèmes de gingivite et de parodontite, C'est hein, vrai. donc notre microbiote buccal qui est désorganisé aussi. Et donc, si vous avez des problèmes dentaires et que vous avez un problème de vaginose bactérienne et un problème de papillomavirus persistant, allez vous faire soigner les dents chez un parodontologue qui est vraiment habilité et qui sait vous traiter, vous aider, parce qu'il y a vraiment un lien dans cet axe. Et quand on sait que la vaginose bactérienne, elle est liée à la persistance du papillomavirus, bah, vous avez tout intérêt, voilà, vraiment à regarder Ouais, encore c'est une fois comment. intéressant ce que tu dis. Ouais. Ouais, parce Après, il qu'on y a aussi parle tous pas. les amalgames qui ont été posés, alors beaucoup moins maintenant, hein, mais qui ont été posés il y a des années et qui contenaient du mercure. Et il faut les faire enlever. Oui. Parce que alors là, Pareil, pas ouais. n'importe où, pas n'importe comment Et et pas pas avec. n'importe comment. Tout à fait. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça aussi, ouais, c'est une vraie question aussi. Tout Bien se rejoint. sûr. Ouais. Enfin, comme on disait, ce dont on parlait hier sur les mycoses vaginales, c'est à voir dans une démarche intégrative. Hein. Complètement. Ouais. On peut pas donner juste des plantes comme ça. C'est intéressant, c'est bien de les prendre, mais pour moi, c'est pas suffisant. Il faut vraiment aller regarder vraiment très profondément, voilà Très ce qui se passe dans profondément notre vie. et effectivement regarder tout. C'est ce qu'on appelle l'hygiène de vie. Hein. C'est global. Exactement. Effectivement. Et du coup, alors, quelles seraient peut-être tes recommandations bon, après, tu as déjà parlé, hein, pas mal de choses, effectivement, l'alimentation, quelques compléments éventuellement alimentaires que tu as cités, comme effectivement la mycothérapie, l'ashwagandha. Voilà, donc ça, c'est effectivement on va dire ton, ton, ton arsenal de d'approche. Est-ce qu'il y a autre chose? Bah, il y a pas mal de choses aussi. On a aussi effectivement tout ce qui va être attrait aux huiles essentielles. Ouais. Alors, les huiles essentielles, c'est vraiment intéressant. En fait, si tu veux, quand on aborde le HPV, il faut l'aborder d'un point de vue peut-être local, puisque les traitements, on n'a pas parlé des traitements classiques, mais quand on agit par exemple sur les verrues, bah, soit elles vont être éliminées de façon avec la cryothérapie, soit avec le bistouri électrique, soit on va travailler avec une crème immunomodulatrice, la fameuse Aldara que vous connaissez, ou alors une toxine qui s'appelle la podophylotoxine. Voilà. Donc tout ça, c'est des crèmes que vous trouvez en pharmacie, mais tout ça, ça va éliminer la lésion en local, mais ça va pas forcément éliminer le virus. Donc il faut agir d'une part localement, effectivement, mais tout ce dont on a parlé précédemment, c'est pour agir de façon systémique contre le virus, pour favoriser une clairance virale. D'accord? Donc les huiles essentielles, moi, elles vont m'aider dans ces deux cas. C'est-à-dire que pour une femme qui aura un problème avec le HPV sur le sur le col de l'utérus, et que son médecin lui a dit, bah, on se revoit dans un an. Elle, pendant un an, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh ben, pendant un an, elle peut aussi appliquer des ovules à base d'huile essentielle qui vont agir au niveau local, mais aussi des suppositoires à base d'huile essentielle qui vont agir de façon plus générale sur l'organisme. Parce qu'on dit en naturopathie, ça fait rire tout le monde à chaque fois, la voie rectale, c'est la voie royale. Mais n'empêche que les suppositoires, ça marche. Exactement. Voilà. Donc, on Exactement. a des huiles Donc, essentielles c'est qui ont des ovules que tu fais faire en pharmacie avec exactement. des huiles essentielles, avec Voilà. un mélange d'huile essentielle. Avec un mélange d'huile essentielle spécifique que j'ai un peu remanié et dont depuis on va dire depuis 2008 en fait. Hein. Au Mhm. départ, moi je l'ai fait sur moi. C'est ça qui a permis de faire partir plus rapidement au bout de 3 semaines les verrues génitales. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai peaufiné. J'ai rencontré une docteure en pharmacie qui s'appelle Aude Maillard, hein, qui est spécialisée dans les huiles essentielles. Peut-être que dans les personnes qui écouteront, ils connaîtront cette personne. Et puis, j'ai remanié un petit peu la formule d'Aude. Et depuis, j'utilise cette formulation effectivement qui est donnée en pharmacie. Alors le souci, c'est que c'est pas tout le monde qui peut prescrire des ovules et des suppos
parce qu'il y a une législation. Donc, il faut forcément que ce soit un médecin ou un aromathérapeute, un thérapeute spécialisé. C'est pas parce que demain, vous allez dans votre pharmacie et vous lui dites, je veux ça, 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 ça et ça, que votre pharmacien va vous proposer. Donc, c'est pour ça que, voilà, on ne peut pas, je peux donner des noms d'huiles essentielles qui ont été prouvées ayant une action spécifique sur le papillomavirus. Hein. On a l'huile essentielle de Myrtus communis, le myrte commun, qui a été prouvé scientifiquement. Hein. C'est une étude qui est sortie en 2018, qui a été réalisée par une université en Iran et qui a vraiment prouvé l'efficacité sur un effet antimutagène sur les lésions du col de l'utérus et sur une élimination de la charge virale. Donc, il va y avoir forcément ces huiles essentielles-là. On a une autre huile essentielle qui va agir directement sur les verrues, qui est l'Eucalyptus polybractea acryptone, qui a aussi, où il y a eu des études scientifiques là-dessus, et elle est traditionnellement utilisée pour ça. Mais donner tout ça, c'est intéressant, mais je vous déconseille fortement de les appliquer par vous-même, parce que vous risquez des dommages importants sur votre peau. Et deux, vous avez quand même là-dedans des huiles qui sont neurotoxiques, et hépatotoxiques, donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi, et c'est pour ça qu'il faut faire appel à des professionnels spécialisés en aromathérapie ou des médecins qui vont pouvoir vous prescrire les formulations. Voilà, ça ne s'improvise pas, et c'est pour ça que la formulation n'est pas dans mon livre, parce que voilà, elle est dans le cadre du programme en ligne où je fais un suivi et un accompagnement des personnes. Donc ça, c'est important de le préciser. Par contre, il y a une formulation que Aude Maillard m'a autorisé à publier, qui est effectivement une formulation spécifique que vous pouvez faire par vous-même, mais qui n'a pas la même efficacité sur le HPV précisément. D'accord. Voilà. Mais c'était important. Est-ce qu'il y a une formulation aussi orale ou pas avec les huiles essentielles? Non. Non. Non, parce que ça va être plutôt la supplémentation nutritionnelle spécifique, parce qu'il y a d'autres substances dont j'ai pas parlé, puisqu'on y passerait vraiment la matinée, mais surtout en cas de lésions sur le col de l'utérus, qui vont agir pour éviter justement une transformation maligne. Parce que ce qu'il faut comprendre dans le papillomavirus, et c'est ça qui fait peur, c'est qu'on a certaines souches de papillomavirus, les HPV 16 et 18 notamment, qui ont le pouvoir de transformer, de prendre le contrôle de notre cellule. Via ces protéines, c'est les protéines oncogènes qu'on appelle les protéines E6 et E7, et elles ont le pouvoir de enlever les soupapes de sécurité, de gènes de soupapes de sécurité que nous avons naturellement, qui nous protègent des cancers. Ces deux soupapes de sécurité s'appellent le gène PRB et P53. Ne retenez pas le nom, mais aujourd'hui on s'est rendu compte, la recherche s'est rendu compte que ce type de papillomavirus pouvait avoir cet effet-là sur notre cellule. Et c'est important de le comprendre aussi parce que ça permet de faire avancer la recherche, mais on sait aussi qu'on a des substances nutritionnelles qui vont non seulement éliminer E6 et E7, donc les oncoprotéines du virus, mais qui vont permettre de réactiver nos gènes suppresseurs de tumeurs, nos soupapes de sécurité contre le cancer. Et ça, c'est important de le comprendre parce que c'est scientifiquement prouvé aujourd'hui. Et on a le droit de le dire, on a le droit de l'écrire, et on a aussi le droit de s'en servir. D'accord. Ok. Et du coup, par rapport aussi, du coup, je reviendrai peut-être sur le rôle des protéines. Ça a un lien aussi. Donc, quand tu manges des protéines, ça. Alors, si tu veux, c'est dommage parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études scientifiques sur l'alimentation. Et ça, c'est vraiment dommage. Ouais, il y a vraiment quelque chose à faire. Mais pour moi, les protéines sont le garant en fait d'une immunité optimale. On en a vraiment besoin. Je pense qu'on devrait pouvoir trouver des études anciennes sur effectivement la quantité de protéines à utiliser pour avoir. Je sais pas, mais c'est pas évident à trouver. Mais on sait aujourd'hui que les personnes qui sont en carence protéique ont un système immunitaire faible aussi. Donc pour moi, c'est indispensable d'en consommer tous les jours. Il y a tout un chapitre entier dans le livre sur l'alimentation. Tu parles de protéines animales ou végétales ou animales? Alors, de quoi tu parles précisément? C'est bien que tu soulignes, voilà, je parle des protéines animales. Donc, on n'est pas obligé de consommer de la viande, mais je pense que c'est important de consommer au minimum des œufs, du poisson, des fruits de mer. Je vais pas me faire des copains et des copines en disant ça. Et, je m'en tiens au fait
Et ça fait 15 ans que je fais de la disons que si, alors moi en fait, pour rebondir là-dessus, il y a un point qui est vraiment important par rapport à ces protéines animales, c'est qu'en fait c'est uniquement des protéines. Bon déjà il y a la B12, il y a le problème de la B12 qui est assez connu en fait des végétariens. Ce qui est moins connu, c'est qu'en réalité vous avez de la glutamine, l'acide aminé, donc de la glutamine qui se trouve dans les protéines animales et même un peu grasse, qu'on mange plus trop, comme par exemple le gras. Du bouillon de poule, le gras voilà, de ces viandes, de bœuf, etc. Et ça, c'est très riche en glutamine. Et la glutamine, ça fait quoi? Eh ben, en fait, ça nourrit votre muqueuse intestinale. Ce qui fait qu'on a beaucoup de végétariens aujourd'hui qui sont en hyperperméabilité intestinale et du coup, qui sont totalement, effectivement, en situation inflammatoire. Donc, et qui ont des pathologies chroniques, etc., alors qu'ils sont persuadés qu'ils mangent très bien. Donc voilà. Donc effectivement, on peut, parce qu'on peut avoir plein de raisons pour ne pas effectivement manger de protéines animales du tout. Mais à ce moment-là, eh ben, c'est très important de se complémenter. Vous avez à la limite pas le choix. C'est-à-dire qu'il faut prendre de la B12 et il faut prendre de la glutamine ou un complément qui va vous aider à réparer cette muqueuse. Parce que sinon, ben, effectivement, ça pose problème de ce côté-là. Ouais. Oui, on a aujourd'hui des compléments alimentaires, des protéines végétales qui sont bien faites et où on a par dose, par exemple, 3300 mg de glutamine. Donc ça, c'est possible voilà. à trouver. C'est ça, on peut trouver. Mais voilà, il faut se supplémenter, il faut le savoir. Juste. C'est pas que la B12, effectivement, et tu fais bien de le souligner. Et même la B12, des fois, elle n'est pas sous la forme active. Des fois, les gens achètent de la cobalamine, qui n'est pas non plus une forme méthylée, donc moins active que la méthylcobalamine. Donc c'est pareil, il ne faut pas acheter n'importe quoi. Encore une fois, ça ne s'improvise pas. Donc c'est toute une démarche, hein, c'est noble. Hein. Franchement, le végétarisme, je respecte profondément. Je trouve ça tellement noble, mais en même temps tellement difficile à conduire. Que voilà, donc souvent la majorité alors c'est intéressant aussi de dire ça parce que j'ai une cliente une fois qui était en Australie et qui avait décidé d'être végane et qui avait un méga végétalienne et qui avait un méga problème de papillomavirus et donc il a fallu lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle remange des protéines et elle-même m'a dit qu'effectivement déjà elle se sentait beaucoup mieux, beaucoup moins fatiguée, moins de douleur mentale et puis qu'elle se sentait plus robuste en fait. Et voilà, donc j'ai pas encore le suivi sur le papillomavirus, mais voilà, tout ça c'est des erreurs qu'on peut faire malgré nous, hein, en se disant mais en fait je fais les choses comme il faut, je ne comprends pas. Mais ça peut expliquer parce que des fois on fait des erreurs malgré nous, hein, c'est pas volontaire. Ouais, complètement. Mais c'est vrai que c'est important de le préciser. Alors, je sais pas s'il y a d'autres questions. J'ai pas trop vu. S'il y avait d'autres questions, tu n'as pas regardé. Il y a du monde, mais j'ai pas vu passer non trop de questions. J'ai l'impression que vous êtes tous en train d'écouter. Est-ce que le live sera proposé en visionnage? Oui, en principe, oui, bien sûr. Hein. Il sera proposé. On m'a demandé de couper mon micro. Oui, ok. Alors. Non, mais quand tu parles, quand je n'interviens pas, parce que ça faisait une résonance. Donc, j'ai essayé de le faire. J'ai fait la même chose hier, hein, donc. Non, je vois pas d'autres questions. Donc, peut-être si vous avez des questions, les personnes qui sont encore présentes, c'est le moment. N'hésitez pas. Posez toutes vos questions à Nadège parce qu'il nous reste un petit peu de temps. On était parti sur à peu près 45 minutes. Sinon, Nadège, tu as peut-être quelque chose. Bon, tu as déjà beaucoup parlé, beaucoup expliqué, donc je crois que c'était très clair. Il y a peut-être des petites choses que tu veux rajouter ou annoncer ou voilà, dis-nous. Alors déjà, peut-être je peux vous inviter aussi parce que souvent on reçoit un résultat de frottis et on n'y comprend absolument rien, mais rien de rien. Oui. Donc on doit attendre ou alors la gynéco la secrétaire vous passe un coup de fil, elle vous dit vous avez un papillomavirus avec un résultat de frottis anormal, il faut venir faire une colposcopie. Ok. Et là, on a le temps de flipper bien pendant. T'as le temps de flipper. Voilà. Donc même si
examens sont effectivement nécessaires, je trouve que c'est quand même important de savoir interpréter aussi ces résultats de frottis. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est, alors, dans mon livre, vous avez tout de quoi interpréter, mais vous avez aussi, quand vous allez sur ma page Instagram, vous cliquez sur le lien Linktree, vous allez pouvoir aussi télécharger des e-books gratuits où justement dedans, il y en a un qui s'appelle 17 infos essentielles à connaître en cas de Super. HPV et vous saurez comment comprendre c'est quoi un frottis, c'est quoi une colposcopie, c'est quoi une biopsie et quels sont les résultats. Super, très bien. Alors, on a une petite question là, je voudrais juste une petite précision par rapport au HPV. Je suis négative au 16 et 18, mais positive à celui à haut risque. Pouvez-vous m'expliquer la différence? Justement, j'ai Alors, eu un résultat sans explication possible. Voilà, c'est la même personne. ok. Alors, Là, en fait, c'est vrai qu'on se retrouve avec des médecins qui n'ont pas le temps d'expliquer à leurs patients ce que c'est, comment ça se c'est passe, etc. Donc, terrible. effectivement, vous êtes un petit peu toute seule avec votre problématique. Ouais. Quand on fait les tests de frottis, on va tester effectivement pourquoi on vous dit négative aux 16 et 18 parce que c'est ceux qu'on retrouve dans la majorité des cancers du col de l'utérus. C'est pour ça qu'on teste 16 et 18. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous n'avez pas d'autres souches à risque qui sont effectivement à risque oncogène aussi, même si on les retrouve moins fréquemment. Donc, vous pouvez ne pas souffrir du 16 et 18, mais vous pouvez souffrir du 31, du 68, voilà, d'autres types de souches qui ne sont pas forcément recherchées. On va chercher 16 et 18, mais les autres souches, on va voir que vous êtes positive, mais on ne va pas vous dire Parce laquelle. que 16 et 18, c'est par rapport au cancer du col de l'utérus, c'est Oui, ça? c'est celui qu'on Alors retrouve pourquoi majoritairement. on lui explique qu'elle peut être effectivement positive à un autre à haut risque? Parce que c'est ça en fait, c'est le Parce qu'on a plusieurs qui souches fait qui sont peur. à haut risque. Eh oui. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Il n'y a pas que 16 et 18. 16 et 18 sont majoritaires, mais ce ne sont pas les seuls. Et il faut savoir aussi que les 6 et 11, les HPV 6 et 11 qui donnent des verrues, on dit qu'ils ne donnent pas le cancer. Toutefois, on va dire qu'ils sont à bas risque oncogène. Ça ne veut pas dire qu'ils ne le donnent pas du tout, mais qu'ils peuvent effectivement être corrélés à des cancers. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que dans la majorité des cas, vous n'aurez pas de cancer. Dans plus de 90% des cas et dans la grande majorité des cas, qu'un cancer est peu qu'une lésion. Si vous avez une lésion, elle est peu évolutive, elle va évoluer sur plusieurs années à condition d'avoir un papillomavirus persistant et avec des cofacteurs corrélés. Ça, c'est hyper important de le comprendre. Un cancer ne se déclenche pas que à cause d'un virus. Il est multifactoriel. Ça, je le tiens du docteur Gérard de Ouais. voilà, je tiens du docteur Gérard Delépine qui est cancérologue. J'avais fait une interview avec lui sur ma chaîne YouTube et il avait vraiment bien précisé ça et je trouve que c'est important de le comprendre. Donc plus vous éliminez les facteurs de risque de la persistance du virus, plus vous allez encore une fois augmenter les chances d'élimination spontanée. D'accord, bah, c'est très clair. Ouais, c'est vraiment effectivement c'est très intéressant ça, effectivement de comprendre que c'est pas parce qu'on a un virus que tout de suite voilà, c'est C'est une multifactoriel. corrélation. C'est un Voilà, risque. C'est un risque de plus, mais c'est tout. C'est juste un risque. oui, c'est un facteur favorisant, Un facteur, voilà. prédisposant, mais pas que. Voilà. Ok. Donc ton e-book, on peut le trouver où? Alors, Gratuit. sur ma chaîne YouTube, ouais, sur ma chaîne YouTube, sous toutes les vidéos, ma chaîne YouTube, c'est Le Bonheur et la Santé Nadège Bihuri. Vous tapez Le Bonheur et la Santé, vous trouverez sous les vidéos, vous allez télécharger, il y en a 2. Donc, c'est les 5 erreurs essentielles, 17 infos essentielles à savoir sur le HPV et 5 erreurs à éviter en cas de HPV. C'est 2 e-books que vous pouvez télécharger gratuitement. Vous le trouvez également sur le lien Instagram. Vous tapez sur Linktree, téléchargez mes e-books. Voilà, vous aurez plein d'infos là-dessus. Et puis si vous souhaitez, vous avez le livre. Voilà, si vous avez envie d'investir un petit peu sur ce livre-là, où vous trouverez énormément d'infos. Il est uniquement en version papier ton livre, hein. C'est pas il n'y a pas de version numérique. Si, il y a une version numérique que vous pouvez trouver. Oui, vous pouvez le trouver en version numérique aussi sur les sites classiques, Fnac, Cultura, même Amazon, pour ceux qui demandent sur Amazon. Et vous le trouvez en papier numérique chez votre libraire, bien entendu aussi. Vous pouvez le commander auprès de votre libraire. Ok. Voilà. Je crois qu'on est pas mal pour aujourd'hui. On a fait un petit peu le tour quand même de la question.
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je n'en vois pas. Donc, on va peut-être s'arrêter là. En tout cas, merci beaucoup, Nadège, pour toutes tes explications qui m'ont paru effectivement très claires. C'est moi qui connaissais, je le dis, très, très mal le sujet. On ne peut pas tout connaître, donc c'était très intéressant. Et j'espère que les personnes qui ont assisté au live, pareil, ont trouvé que c'était intéressant. Ah, alors attends, juste une petite dernière question. On parle toujours de suivi gynéco, mais ma gynéco me disait hier que 40% des femmes qui en sont infectées en ont également dans l'anus. Qu'en est-il de ce suivi? Alors, la gynéco va peut-être pas forcément faire le suivi, donc ça va être plutôt un Oui. médecin sexologue ou proctologue Mm. qui va pouvoir faire le suivi. Effectivement, on peut en avoir dans l'anus, comme je le disais précédemment. Donc, c'est pour ça que le protocole que moi j'ai établi, mais il y a maintenant, je vous dis, plus de 5 ans, Mm. c'est pour ça qu'on utilise Par voie des rectale. suppositoires. Ouais, ça peut être. Et oui. Alors, je pense Ouais. que le sens de la question, c'était est-ce que les gynécologues, du coup, orientent sur un autre médecin pour voir ce qui se passe dans l'anus. Ouais. J'ai pas l'impression. Moi non plus. Mais comme tu dis, effectivement, passer par la voie rectale dans ces cas-là, c'est une garantie de ce qui pourrait se passer sans même peut-être forcément aller voir. Hein. Ouais. Ok. Bon, voilà quoi. Bon, après, elles peuvent regarder quand même, hein. Elles le font, hein. Mais Oui, après, est-ce qu'elles font le suivi? Elles font plus le suivi du col, hein. ouais, c'est ça. Bah ouais, Ouais. ouais, forcément. Hein. Mais c'est intéressant. Ouais. Chacun son petit domaine. C'est toujours pareil chez les spécialistes. Ouais. Voilà. Bon, eh ben merci Nadège. Un grand merci à toi, Eh ben, Delphine. je t'en prie. Et puis écoute, à bientôt. De toute façon, on reste en Oui, contact, nous. à très bientôt. Oui, à très bientôt. Au revoir Au tout le revoir. monde. Merci de nous Bonne avoir suivis. journée. Merci. Au revoir. Au revoir.